Manufacture royale fondée par Colbert en 1664, devenue manufacture d'État sous Napoléon. Beauvais perpétue la technique de la basse lisse en tapisserie grâce auquel le tissage est effectué manuellement à l'horizontale. Ce soir dans Code 24, nous vous emmenons dans les ateliers des artisans lissiers. Nous irons aussi à la découverte du trésor du château d'Angers, la tenture de l'Apocalypse. Un trésor du XIVe siècle de plus de 100 mètres de long. C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la tapisserie française, commandé entre 1373 et 1377 par le duc Louis Ier d'Anjou au marchand lissier Nicolas Bataille, le lissier le plus renommé de l'époque. À Angers, dans l'ouest de la France, s'élève un colosse de tuffeau et d'ardoise. Une forteresse médiévale protégée par 17 tours et 1 kilomètre de murailles. Le château des ducs d'Anjou abrite un trésor du XIVe siècle, un chef-d'œuvre de la tapisserie française, la tenture de l'Apocalypse. Protégé des attaques du temps par une semi-pénombre, ce décor est le plus grandiose que le Moyen-Âge nous ait laissé. Quand on arrive ici, on se rend bien compte de l'aspect monumental de cette tapisserie avec ses 100 mètres de long. Et puis, on voit comment c'est structuré. Ça se lit presque comme une BD avec les petites scènes les unes à côté des autres. Cette représentation de l'Apocalypse selon Saint Jean n'a pas livré tous ses secrets. Ils ont dû être des dizaines d'artisans tapissiers à travailler sur cet ouvrage. Seules les plantes qui ont servi à les colorer ne sont plus un mystère. La gaude pour les jaunes, la garance pour les rouges et le pastel pour les bleus. C'est une œuvre extrêmement monumentale, vraiment quelque chose de compliqué à réaliser, qui pourtant l'a été dans un délai assez court, 7 ans, entre 1375 et 1382, ce qui montre bien toute l'énergie qu'on a mis à réaliser cette œuvre de grand prestige pour un commanditaire qui devait un petit peu être pressé d'avoir sa tapisserie. C'est quand même une gageure technique que de réussir à donner de la profondeur. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la technique de la tapisserie. C'est pas peint, donc on a vraiment des difficultés à donner du modelé, du relief. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire dans cette scène de naufrage, c'est le sens du détail. Par exemple, on voit un personnage et on le voit sous l'eau. On a vraiment la sensation que ce personnage, il est sous l'eau. C'est étonnant de réussir à rendre cet effet de transparence alors qu'on a un matériau qui est complètement opaque, les fils. Et on a coutume de dire que c'est presque une œuvre multimédia, parce qu'on a de l'image, on avait du texte, et l'air de rien, on a du son partout dans la tapisserie. Des villes qui s'effondrent, des cloches qui résonnent, des gens qui crient, et on a vraiment du son. Ce savoir-faire se perpétue ici, en Picardie, au cœur de cette région où s'est inventée dès le XIIe siècle l'architecture gothique. À Beauvais, le chœur de la cathédrale Saint-Pierre est le plus impressionnant jamais bâti au Moyen-Âge. Il s'élève à presque 50 mètres de hauteur. Au chevet du monument, depuis 350 ans, les maîtres lissiers de la Manufacture nationale de la tapisserie actionnent flûtes, pédales et peignes pour créer des œuvres originales, imaginées par les plus grands artistes. Dans ces ateliers sont stockés des kilomètres de fils de laine, de soie, de coton et de lin, avec un nuancier unique de 12 000 couleurs. Finalement, la manufacture existe depuis le XVIIe siècle et repose toujours sur la même idée qu'a eu Louis XIV et Colbert, c'est-à-dire qu'on utilise une technique traditionnelle, mais sur des partitions d'artistes contemporains. Donc sous Louis XIV, on a fait du Louis XIV, sous Louis XV, de Louis XV, sous Louis XVI, du Louis XVI, et aujourd'hui, on fait du 2015. Voilà, et c'est pour ça qu'on existe toujours. Ils sont 12 à pratiquer cet art de la lenteur, à répéter inlassablement ses gestes et transformer de simples fils en chefs-d'œuvre, millimètre par millimètre. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire à la manufacture. Le peintre russe Eric Boulatov est venu assister à ce que l'on appelle la tombée de métier. Il va découvrir sa création. Pouvoir couper tous les fils, c'est vous qui allez couper le cordon ombilical. Là. Philippe Pley a travaillé 10 mois sur cette tapisserie, mais lui aussi va la voir pour la première fois.
À Beauvais, les lissiers utilisent la technique de la basse lisse. Ils travaillent à l'horizontale et à l'envers. C'est une cérémonie puisque ça clôture un certain nombre de semaines, de mois, voire parfois d'années de travail. Et ce qui est important, c'est que tous ceux qui ont participé à cette œuvre puissent couper quelques fils. Voilà. Le carré de 3 mètres sur 3 dévoile un texte. Les nuages grandissent. C'est bon, merci. C'est un message de l'artiste moscovite sur la situation de son pays. Fabriquer un tissu, c'est pas difficile. C'est fabriquer autre chose que le tissu qui est difficile. C'est-à-dire que c'est de faire un Boulatov, de faire un Alechinsky, c'est de rentrer un petit peu dans la peau du personnage, puisque lui nous donne une peinture et nous, on n'a que des fils. Et pourtant, il faut qu'on donne une illusion de faire un dessin. Elle va aller vivre sa vie ou dans des expositions, ou peut-être pour meubler le bureau du président de la République, ou du Premier ministre, ou d'un ambassadeur de France à l'étranger. Donc elle va faire rayonner la culture et le savoir-faire français. Depuis le début du conflit en Ukraine, Moscou est régulièrement accusé d'envoyer ses soldats sur le front. Le Kremlin ne dément pas la présence de citoyens russes dans le Donbass, mais assure en revanche qu'il s'agit de volontaires et non de militaires. Certains experts évoquent une autre piste, celle des SMP, des sociétés militaires privées qui emploient des hommes sous contrat envoyés dans les zones de conflit. Un business qui a pignon sur rue aux États-Unis avec des sociétés très connues, comme Blackwater. Mais la Russie, elle, n'a jamais légalisé ces sociétés militaires privées. Pourtant, elles sont bien présentes dans certains points chauds de la planète, comme nous l'explique Ksenia Bolchakova, qui a essayé d'en savoir plus sur ces organisations. Officiellement en Russie, les SMP, les sociétés militaires privées, n'existent pas. Pourtant, il suffit de faire un petit tour sur la toile pour découvrir une dizaine de compagnies de ce type. Certaines proposent des missions de sécurité en Irak. D'autres, des formations menées par d'anciens hauts gradés de l'armée russe. Celle-ci a même un spectre très large de services, opérations maritimes, libération d'otages, missions de renseignement. Le patron d'une de ces sociétés a accepté de nous rencontrer. La Russie est l'héritière de l'Empire byzantin et donc du droit byzantin. Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc proposer des services de défense au-delà de nos frontières dans les zones de menaces terroristes, ce n'est pas formellement interdit par la loi. Sa société mène surtout des opérations de protection des navires contre les pirates somaliens. À chaque mission, il signe de nouveaux contrats avec ses recrues. Si j'ai une commande, et si nécessaire, je peux rassembler jusqu'à 1000 combattants en moins d'une semaine, prêts à prendre les armes. Et qui sont ces combattants ? Ce sont tous d'anciens officiers de l'armée russe, des hommes qui ont une réelle expérience du combat. Mais Oleg insiste, ces hommes et sa société ne participent pas aux opérations armées, ni en Ukraine, ni ailleurs. Le code pénal russe condamne fermement le recours aux mercenaires. S'ils sont repérés, ils risquent jusqu'à 8 ans de prison. Pourtant, on les retrouve bien sur des théâtres d'opération. Une affaire, surtout, a défrayé la chronique, celle des Slavonic Corps, anciens militaires russes embauchés par une société basée à Hong Kong. Envoyés en Syrie pour protéger des sites pétroliers, ils se retrouvent en première ligne, aux côtés des troupes de Bachar al-Assad. Нам говорили, что в этом заинтересована официальная российская сторона. И то, что едем мы работать по контракту с сирийским правительством. Mais le FSB, les services secrets russes, démentent tout lien avec l'opération. Sous-armés, sans un sou, ces mercenaires se débrouillent pour entrer en Russie, mais législation oblige, leurs commandants sont arrêtés, condamnés à 3 ans de prison ferme. Ces sociétés russes qui existent
ont beaucoup de problèmes, notamment parce qu'au niveau juridique, elles sont dans une zone grise. Elles n'ont pas de licence, elles ne sont pas contrôlées par l'État. En revanche, aux États-Unis, c'est le département d'État qui assure cette fonction. En Espagne, c'est le ministère du Travail, ou encore en Grande-Bretagne, c'est le Foreign Office. Pour cet expert, il faut donner un cadre juridique à ces sociétés. C'est ce que tente de faire Dmitry Gorovtkov, député du parti Russie Juste. Proche du pouvoir, il est l'un des auteurs du projet de loi pour légaliser les SMP. Il faut comprendre une chose importante. Un mercenaire, selon notre code pénal, est une personne qui agit dans un pur intérêt financier personnel pour s'enrichir. Mais dans notre conception de la loi sur les SMP, le bénéficiaire de leur action sera en tout premier lieu l'État russe. Car la loi permettra de réduire les budgets de la défense et surtout d'accroître la présence russe à l'international sans participation directe de l'État et de l'armée. Une idée à laquelle Vladimir Poutine s'est récemment dit très favorable. Beaucoup de pays et d'organisations qui partagent des positions anti-occidentales inviteraient volontiers des sociétés militaires privées russes à assurer leur sécurité, plutôt que les Américains ou les Britanniques. C'est un vrai marché dont nous pourrions tirer profit. Un marché juteux qui représente plus de 350 milliards de dollars dans le monde. Le projet de loi sera examiné à la Douma dès la rentrée prochaine. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.